Voilà, alors bonjour à tous. Une petite vidéo sur Toutankhamon. En fait, il y a du coup deux conférences. Il y a la conférence des adultes et la conférence des enfants. En fait, c'est pas vraiment une conférence. Disons que voilà, je vais dire que je vais faire ça pour eh bien, les demandes que j'ai reçues de parents me demandant de faire quelque chose adapté à leur progéniture. Donc, eh bien, on est samedi, les 20 h. J'ai donc l'idée de faire ça. Alors, on va aller en Égypte. On va aller en Égypte, ce qu'on appelle l'Antiquité, les pharaons. C'est vrai que vous qui m'écoutez, vous aimez bien. Vous aimez bien l'Antiquité égyptienne parce qu'il y a du mystère, parce qu'il y a il y a de l'or, il y a des constructions extraordinaires. Et c'est vrai aussi, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Il y a des histoires qu'on aime bien, notamment autour des trésors. Parce que la chasse aux trésors, ça plaît aux enfants, mais ça plaît aussi beaucoup aux adultes. Les adultes adorent les trésors. Et ce que je vais vous raconter, c'est la découverte d'un trésor parce qu'il y a un chasseur de trésors qui a déniché en quelque sorte le gros lot. Alors, on est en Égypte, au début du XXe siècle. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. En gros, les femmes, elles portent des grandes robes, souvent des grands chapeaux. Les hommes aussi portent des chapeaux. Et puis, en Égypte, eh bien, il y a une certaine forme, on va dire, d'occupation de l'Égypte par les Français et les Anglais, voilà, avec les chapeaux coloniaux, comme on disait, qu'on voit ici à l'écran. Alors déjà à cette époque, l'Égypte c'était connu pour deux choses. La première c'était, on va dire, le canal de Suez. Donc c'est ce raccourci qui permet de faire venir très très vite les marchandises qui viennent d'Orient dans la mer Méditerranée. Hein. C'est un canal, donc ça c'était déjà construit et c'était très important en Égypte. Mais la deuxième chose qui était très importante, eh bien, c'était déjà les antiquités. Bien sûr, au XXe siècle, en fait, depuis, on va dire 1800, donc les antiquités égyptiennes étaient devenues à la mode. Bon, il y a quelque chose qu'on fait aujourd'hui beaucoup qui s'appelle le tourisme, mais le tourisme, ça n'a pas toujours existé. On peut dire que les inventeurs de la mode, disons, de la fascination pour l'Égypte, ce sont les Français. Ce sont les Français qui ont commencé à créer un département d'antiquité égyptienne, notamment avec le Louvre. Et puis surtout, ce sont les Français, pour ne pas le citer, c'est ce monsieur-là, dans son portrait, qui s'appelle Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est-à-dire cette écriture traditionnelle égyptienne qu'on avait complètement oubliée. Ah oui, parce que c'est comme ça, les humains, ils font des choses et ensuite ils savent très très vite plus s'en servir. Et l'écriture égyptienne traditionnelle, qu'on appelle le hiéroglyphe, ça a été oublié très vite. Il y a une figure que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cléopâtre. Cléopâtre, elle est de l'époque de César. Et bien à l'époque de César, que vous avez dans Astérix Obélix, on sait déjà plus déchiffrer les hiéroglyphes. En tout cas, on pense qu'on sait déjà plus. Donc ça s'est perdu à un moment donné. C'est une écriture traditionnelle de la grande histoire de l'Égypte. Et c'est donc un Français qui s'appelle Champollion qui va permettre de redéchiffrer cette écriture. Et à partir de là, une fois qu'on sait lire ce qui est écrit sur les monuments égyptiens, on va commencer à chercher, à raconter, on va pouvoir lire et découvrir toutes les histoires que ces Égyptiens nous ont laissées. Notamment, ils nous ont laissé les noms de tous leurs rois que nous appelons pharaons. Alors, ce que vous avez là, c'est pas un pharaon, c'est le monsieur qui va découvrir la tombe de Toutankhamon. Il s'appelle Howard Carter. Alors, normalement, les gens qui découvrent des tombeaux s'appellent des archéologues. Quand on est spécialiste de l'Égypte antique, on est égyptologue. Lui, il n'est rien de tout ça. Bon, aujourd'hui, on dit qu'il était archéologue, mais en fait, on simplifie un peu l'affaire. Non, il vient d'un milieu plutôt pauvre en Angleterre. Il n'a pas été à l'école longtemps. Il se retrouve à 17 ans en Égypte. Il fait des cartes postales. Alors à l'époque, faire des cartes postales, c'est-à-dire faire des peintures. Effectivement, il est sur le terrain, il rencontre des tas de gens, etc. Et puis à un moment donné, il s'y connaît, hein, comme qui dirait en archéologie.
Donc, et surtout, je pense qu'il a très vite cette envie de découverte. C'est un mec de terrain. Hein. Être quelqu'un de terrain, ça veut dire être quelqu'un qui, regardant comment se présente une paroi et un site, est capable de dire, bah tiens, là, il y a quelque chose qui est caché, on va tenter. Alors, il a travaillé officiellement pour le département des antiquités égyptiennes, qui était géré par des Français. Et donc, lui, il est anglais. Et il va se fâcher très vite avec les Français, qu'il a trouvé très ennuyeux, parce que ce monsieur, c'est un aventurier, il n'aime pas les cadres, il n'aime pas les paperasses, il n'aime pas tout ça. Alors, juste petite carte pour ceux qui voudraient connaître un petit peu mieux comment ça se présente tout ça, et surtout où est-ce qu'on va aller pour trouver la tombe de Toutankhamon. Enfin, nous, en fait, on va pas aller vraiment là-bas, quoi. Mais Monsieur Carter, Howard Carter, il est allé quelque part spécifiquement. Alors, l'Égypte, c'est un fleuve déjà. Ça s'appelle le Nil. Donc, le Nil, c'est ce trait noir que vous avez sur ma carte. Mais là, je suis plus sur ma carte. Je sais pas où est ma carte. Voilà, moi j'ai ma flèche normalement. Voilà, là c'est le Nil. Et à l'époque de l'Antiquité, il n'y a pas de route de part et d'autre. Donc la route c'est le fleuve, c'est-à-dire qu'on fait du bateau, nord-sud. Voilà. Alors ce qu'on appelle la Basse-Égypte, c'est ça. Alors ça forme plein de petites bras annexes qu'on appelle un delta. Et puis la Haute-Égypte, la Haute-Égypte c'est plus au sud. Et par exemple là, il y a une ville importante qui s'appelle Luxor et Thèbes, qui sont les villes qui vont nous intéresser aujourd'hui parce que c'est là où a vécu sans doute Toutankhamon. Et puis il y a une autre ville qui va nous intéresser, que l'on voit sur la carte, qui s'appelle Tel El Amarna. Et ça, c'est une ville qui va être oubliée, mais qui a inventé le papa de Toutankhamon, qui s'appelle Akhenaton. Alors, dans le nord de l'Égypte, au niveau du delta, il y a le Caire, qui est toujours la capitale actuelle de l'Égypte, mais qui n'existait pas à l'époque antique. Par contre, la ville qui existait à l'époque antique, c'est Gizeh et Memphis. Et c'est là où on trouve notamment quelque chose d'assez célèbre, ça s'appelle les pyramides. Donc, dans le nord de l'Égypte, vous avez les pyramides. Les pyramides d'Égypte, célèbres et formidables entre toutes, elles datent de 2700 à peu près avant Jésus-Christ, et elles sont construites comme tombeaux. Ce sont des tombeaux monumentaux. Alors il y a toute une histoire des pyramides que je ne vais pas vous raconter là, mais enfin il n'y en a pas que trois, des pyramides dans l'histoire de l'Égypte antique. Les premières dynasties, c'est-à-dire les premières familles qui ont régné en Égypte, se faisaient construire des pyramides monumentales. Bon. Et puis après, on va arrêter de faire des pyramides. D'abord parce que ce sont d'autres souverains qui sont arrivés, les siècles, pour ne pas dire les millénaires, vont passer. Parce que là, avec Toutankhamon, on va arriver en 1334, donc 2700, 1334, il s'est déjà passé 1400 ans. Voilà, ça veut dire que si aujourd'hui je remontais à 1400 ans en arrière, j'arriverais à la chute de l'Empire romain, même avant Charlemagne. Donc ça veut dire que le temps est très très long. La civilisation égyptienne, c'est 3000 ans, donc c'est très long. Bref, et ce qui est génial et incroyable, c'est qu'en fait sur ces 1500 ans, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire on construit de la même manière ou presque, on a les mêmes dieux, on a le même système, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Bon, ce qui change quand même, c'est les noms des familles régnantes. Alors on les numérote, et à partir du moment où on arrive à la numéro 11, les rois vont habiter dans le sud. Et puis ils vont arrêter de se faire des pyramides, parce que les pyramides sont systématiquement pillées par des pillards. En fait, dès l'époque égyptienne, comme on sait que la tradition veut qu'on se fasse enterrer, c'est pas une tradition d'ailleurs, c'est la religion qui fait ça. On se fait enterrer avec beaucoup de matériel, parce qu'on est censé avoir une vie dans l'au-delà et qu'il nous faut des lits pour dormir, il nous faut à manger, il nous faut plein de choses. Donc on se fait enterrer, surtout si on est très riche, et a fortiori si on est pharaon, avec plein d'objets. Et donc il y a des pillards qui vident les tombes, et ce, dès l'époque antique. Alors, pour lutter contre ça, les souverains ont l'idée de se planquer, enfin, dans leur mort, je veux dire, parce que de leur vivant, on voyait que... Mais quand ils meurent, ils préparent d'abord toute leur vie, ils préparent leur tombeau, c'est leur boulot principal, et ils font creuser une vallée spécifique, c'est-à-dire des montagnes. Ils font creuser des tunnels dans les montagnes, ils cachent les entrées, et dans ces montagnes, ils s'organisent donc des tombeaux. Alors, c'est donc dans cette vallée qu'on appelle la vallée des rois, parce que c'est là où on a retrouvé quasiment toutes les tombes de ces pharaons-là, en tout cas à partir de la 12e dynastie.
Ouais, enfin 12e, ils sont encore un petit peu enterrés au nord, je crois, donc 13e. Bon, bref, passons. Mais plus spécifiquement, à partir d'une dynastie qui est très très glorieuse, qui s'appelle la 18e, donc celle à laquelle appartient Toutankhamon. Alors, c'est là où Carter veut absolument trouver une tombe intacte, parce que le problème, c'est qu'en fait, toutes les tombes seront pillées. Et les archéologues qui vont chercher les trésors égyptiens, ils sont très frustrés parce qu'ils trouvent beaucoup de tombes, mais pas de tombes intactes. Les momies ont été ouvertes, les tombeaux ont été ouverts, les bijoux ont été volés. On retrouve les momies, hein, ça va, mais il n'y a plus les bijoux, il n'y a plus le mobilier luxueux. Enfin, en fait, on voit bien que voilà, c'est dévasté, quoi. Et souvent, on rentre dans des tombes complètement vides. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a retrouvées en Égypte, hein, mais c'est vrai que finalement, par rapport à ce qu'on savait qu'il y avait, il n'y avait pas beaucoup. Alors, Carter, donc, il a un fantasme comme tous les archéologues, mais c'est quelque chose qui continue d'exister dans l'archéologie égyptienne, c'est retrouver un endroit qui n'a jamais été ouvert depuis l'époque égyptienne. C'est-à-dire qu'on a fermé le tombeau, hop, terminé, puis personne n'est venu. Et il a trouvé quelqu'un qui va payer ses fouilles, parce qu'évidemment, ça c'est de l'argent, hein, ça coûte très cher de faire des fouilles. Ce type s'appelle Lord Carnarvon, c'est un noble anglais avec un très très grand château. Il est donc très très riche, et il est très très excentrique. Ça veut dire qu'il est un peu farfelu. Et ce type un peu farfelu, qui a visiblement beaucoup d'argent à perdre et un petit peu d'ennui, va dire à ce monsieur Carter, bah, allez-y, je vous donne des sous, fouillez, et trouvez-moi quelque chose. Le problème, c'est que ça va durer très longtemps. Ça va durer des années. Pendant des années, il ne trouve rien, Carter. Alors, un jour, on est pendant l'été 1922, dans ce beau château de Highclere. Carter vient en visite et Carnarvon lui dit « Bon, écoutez, mon gars, là, c'est terminé. Hein. Mais comment donc? C'est terminé, j'arrête de vous financer. De toute façon, vous ne trouvez rien, il n'y a rien à trouver, c'est terminé. » Et Carter lui dit « Regardez cette sculpture. Alors bon, d'accord, je regarde cette sculpture, bon, fort bien. Je reconnais le dieu Amon, je ne suis pas complètement idiot, hein, je le reconnais là avec ses deux grandes plumes sur la tête. Donc c'est le dieu très très important de cette période-là, le dieu Amon, à la fois dieu guerrier, dieu des pharaons absolu. Enfin, quand je dis que le dieu est très important, ce qui est surtout très important, c'est les prêtres, du coup, parce que c'est surtout eux qui représentent le dieu sur terre. Vous savez, le dieu, ça reste un dieu, hein, il se manifeste assez peu finalement. Par contre, il y avait énormément de prêtres du dieu Amon, et en fait, dans les faits, en gros, les prêtres, ils possédaient presque tout, quoi. Bref, donc ce dieu Amon, très important, et on voit que ce dieu, d'ailleurs, il a le symbole des pharaons, notamment. Bon, une drôle de couronne là qui est spécifique quand même au dieu, mais il a surtout cette barbe qu'on appelle postiche parce qu'elle est fausse. Il a des grands colliers. Et puis devant lui, si vous regardez bien, il y a un petit bonhomme, voilà, à qui on a coupé la tête. Et donc cette sculpture qui est en pierre très très dure, qu'on appelle la diorite, elle se trouve au Louvre. Elle a été trouvée vers 1850. Bon. Et Carter, il montre cette sculpture et il dit à Carnarvon, vous voyez, la tête elle est coupée. Bah oui, la tête est coupée, oui, elle est tombée quoi. Non, elle a été cassée. Ah bon, elle a été cassée quand on l'a trouvée. Non, on a trouvé la sculpture comme ça. La sculpture a été cassée, mais elle a été cassée pendant l'Antiquité. Et au dos de la sculpture, on trouve ça. Et ça s'appelle un cartouche dans lequel il y a un nom décrit. Donc, ma flèche, je ne sais pas trop si on la voit. Il y a deux noms en fait. Et ça se lit, quand on connaît l'égyptien couramment, tout Ankh Amon. Et ça se dit Neb Keperu Ré. Ah, et c'est qui ce Neb Keperu Ré et Toutankhamon? Alors, Carter lui dit, justement, je pense que c'est un souverain qu'on a oublié. Mais comment ça, on l'a oublié? Eh bien oui, c'est un souverain qui n'est pas écrit dans la liste officielle des pharaons d'Égypte. À l'époque antique, à l'époque égyptienne, mais après l'époque de Toutankhamon, il y a un grand souverain qui s'appelle Ramsès II. Et Ramsès II, il a fait écrire sur un mur à Abydos tous les noms de tous les pharaons d'Égypte. Les uns à côté des autres. Bon, évidemment, il faut lire couramment le hiéroglyphe. Mais enfin, une fois qu'on connaît le hiéroglyphe, on peut lire tous les noms des souverains. Ils sont incroyables, hein, ces Égyptiens, parce qu'ils avaient déjà inventé quelque chose qui s'appelle l'histoire. Et quand vous lisez cette suite, vous ne trouvez pas les deux petits cartouches que je viens de vous montrer là. En fait, là, c'est pas bien, on voit pas très bien, mais je vais vous montrer d'autres cartouches mieux. Parce que
toute la sculpture, il y avait ce nom qui était écrit plusieurs fois, mais ça a été cassé. Et c'est quand on regarde très très près et très attentivement cette sculpture qu'on constate qu'ils ont oublié de marteler ce nom. Alors ce qui s'est passé, c'est que Toutankhamon, il a été éjecté après sa mort, on a gommé son nom, on a effacé son nom partout, partout, partout. Y compris quand on a écrit la liste des souverains. Et c'est pour ça que sa tombe, elle n'est pas trouvée. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'il existe. Donc Carter dit, il faut chercher la tombe de ce tout petit roi qui a été oublié. Et s'il a été rayé des listes, ça se trouve, les pillards aussi l'ont oublié. Parce que finalement, le mec, il est effacé pour tout le monde. Donc on recommence à chercher. Et c'est ainsi que le 4 novembre 1922, un jeune garçon qui apporte de l'eau, parce que bon, il faut voir les conditions de fouille de l'époque, hein, c'était pas confort. Donc il fait très chaud, etc. On travaille avec des paniers, des vagues pelles, et encore. Bref, et il y a un petit gamin qui apporte de l'eau, et il pose sa jarre d'eau comme ça au sol, et pour ne pas qu'elle se renverse, il la fait un peu bouger, vous voyez, pour qu'elle soit stable. Et en faisant ça, il tombe sur le début d'une marche d'escalier. Alors là, Carter arrive sur le chantier, tout le monde est silencieux, qu'est-ce qui se passe? On lui montre une marche d'escalier, il commence à gratter, et là on voit qu'il y a un escalier qui descend dans la terre. Et en bas de l'escalier, il y a une porte, et cette porte, elle est fermée. Alors, il appelle son boss, donc Lord Carnarvon, qui vient, et ils vont ouvrir cette porte, qui a une porte à peu près à ce niveau-là. Ouais. Et puis après, il y a un tunnel. Et là, dans le tunnel, il tombe sur cette petite sculpture qui est par terre. Alors, bon, c'est une tête d'un petit dieu, dieu du soleil levant, Nefertum. En fait, c'est la tête de Toutankhamon, jeune, enfant, qui sort d'une fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est la fleur symbole du Nil, parce que le lotus pousse sur les berges du Nil. Le Nil, il est très important, mais je ne l'ai pas bien dit, il est très important parce que c'est lui qui nourrit l'Égypte. Hein. Le Nil, il apporte la terre grasse, noire, dans laquelle pousse le blé. Et c'est comme ça que l'Égypte est un État puissant à l'époque, parce que c'est un pays dans lequel on produit beaucoup, beaucoup de blé. Donc le blé, c'est le pain, hein, c'est la nourriture. Et donc le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la terre très grasse et très noire des bords du Nil. Et on voit la petite tête de cet enfant qui sort de lotus. C'est un symbole de renaissance, c'est un symbole d'immortalité. Alors pourquoi cette tête comme ça, elle est par terre, jetée dans le couloir? Eh bien parce qu'il y a eu quand même des pillards. Il y aurait eu des pillards qui sont entrés, qui ont pris des objets, mais ils ont été chopés, ils ont été attrapés par des prêtres. Alors là, je vous parle de ça, c'était de l'époque antique, c'était après la mort de Toutankhamon. Parce que de toute façon, vu comme la tombe est faite, et je vais vous expliquer qu'elle devait être temporaire, parce que c'est une tombe entre guillemets bâclée, les prêtres, ils se sont dépêchés de tout fermer, tout ça. Sur le coup, les ouvriers savent très bien où, quoi, comment, machin. Bref, ils se rendent sur place, mais les prêtres surveillent la tombe. Ils remarquent que des gens sont entrés, ils surprennent ces personnes, et il y a dû avoir un peu de cafouillis parce que des objets se sont retrouvés comme ça, jetés au hasard. Alors, la deuxième porte au bout de ce couloir ouverte, et là, bon, à l'époque, il n'y a pas de torche électrique. Visiblement, ils n'en ont pas en tout cas. Ils ont juste des petites bougies. Et quand ils ouvrent la deuxième porte, ils ont leurs petites bougies à la main, Carnarvon et Carter, et il y a de l'air de l'intérieur de la tombe. Alors imaginez, c'est de l'air qui est enfermé depuis 3000 ans, ou presque. Et oui, c'est ça, parce que je suis quand même un petit peu nulle en calcul mental. Vous faites 1300 plus 1900, ça fait, ça fait 3002. Et ils se prennent un souffle apparemment très étrange, et je veux bien le croire, et ça fait éteindre la flamme. Donc leur flamme va s'éteindre. Il faut qu'ils rallument leur bougie comme ça. Et là, ils voient de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Et c'est rempli. C'est incroyable. Il y a un bazar incroyable. Des objets à ne plus en finir. Et des objets dorés. Ce ne sont pas tous des objets en or massif, ce sont des objets en bois peint. Mais enfin, je vous redirais quand même que le bois, c'est la chose la plus précieuse en Égypte en fait. L'or était quand même
précieuse parce que c'était la couleur des dieux. Mais les Égyptiens, ils ont de l'or, ils arrivent à avoir des gisements d'or, même si pas sur le sol égyptien, mais enfin ils importent l'or en grande quantité. Par contre, la chose qui est très précieuse et rare, c'est le bois, parce qu'il n'y a pas d'arbres beaucoup en Égypte. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus du tout, mais déjà à l'époque, il y en avait très très peu. Donc ce que vous avez là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, et surtout ce sont des choses qui ont été conservées pendant 3000 ans, dans ce sol extrêmement sec, dans ce sous-sol très sec, il pleut jamais, etc., d'Égypte. Et donc, il y a des objets qui se gardent longtemps, longtemps, longtemps. Ça ne se garderait pas en France, par exemple, avec les mêmes conditions. Parce que le bois, à un moment donné, ça pourrit, etc. Et là, ça pourrit pas. Là, tout est sec. Et il y a même des choses qui se sont gardées. Il y a des graines. Donc, on va retrouver des graines de blé, etc. On va retrouver surtout des tissus, des robes. Et on savait comment les Égyptiens s'habillent parce qu'on a des peintures dans les grottes, dans les tombes. Mais on n'avait pas les tissus en vrai. Donc là, on va se retrouver avec des choses absolument incroyables. Et alors, c'est pas aménagé du tout. Hein. C'est vraiment le désordre. C'est pas du tout comme ça qu'on imagine que les Égyptiens auraient pu organiser les tombes de leurs pharaons, en tout cas de leurs grands pharaons. Et déjà, quand on voit ce fouillis, on se dit ça a été un petit peu bâclé, c'est un peu bizarre. Après la mort de Toutankhamon, on a fait les cérémonies, on a fait la momie, et je vous expliquerai, ça dure très longtemps, ça dure 60 jours de faire une momie. Et ensuite, on a fermé la tombe. Mais c'est une tombe qui est beaucoup trop petite pour un roi, c'est une tombe qui n'est pas du tout bien organisée, et c'est une tombe dans laquelle on a entassé les choses comme ça, un petit peu à la va-vite. Mais si on n'avait pas fait ça, si on avait fait une vraie tombe, si on avait fait une vraie organisation, la tombe aurait été trouvée par les pillards, elle n'aurait pas été surveillée, bref, et on ne l'aurait pas retrouvée. Donc on l'a retrouvée parce que justement c'est une petite tombe provisoire un peu bâclée. Alors, il y avait des objets comme ceux que vous voyez, où on voit qu'il y a encore des tissus de lin dessus pour les protéger. Donc, c'est pas mis en scène complètement, parce que sans doute dans les tombeaux, on faisait des vraies mises en scène avec les statues qui se regardaient, tout ça. Et là, c'est un peu, vous savez, comme des décors de théâtre qui sont pas complètement aménagés. Alors, c'est la première fois dans l'histoire de l'archéologie qu'on trouve autant de choses. Et c'était très, très compliqué pour l'époque. Vous voyez qu'ils ont fait des photos, déjà, c'est bien, parce que, bon, les photos en 1922, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas votre appareil portable, je fais des photos tout le temps, c'est des gros appareils avec des chambres, des trépieds, etc. Donc, c'est compliqué, mais enfin, il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites, heureusement. Et puis on a essayé aussi de mettre des petits numéros. Bon, là ce que je vous montre c'est des roues parce que on a trouvé, donc vraiment quand on rentre dans la tombe, on voit quoi? Bah là on voit des gens qui travaillent, c'était pas ça que je voulais montrer. Là je voulais vous montrer, ah oui si, il y a une petite vidéo, c'est pas mal quand même. Parce que d'abord vous les voyez qui gratouillent la terre et vous voyez les conditions de travail quand même. Là vous voyez donc à gauche Carter qui est super content hein, parce que là il a quand même réussi son coup, le pauvre il cherchait quand même depuis très longtemps. Et regardez, voilà, on sort les objets de la tombe. Donc Carter organise à peu près ça. Et il a même fallu organiser une espèce de petit rail, vous voyez, au sol pour pouvoir déplacer les objets. Et on va entreposer tous ces objets dans des tombes qui sont autour, qui sont vides, elles. Malheureusement, on les a retrouvées vides. Donc ça va devenir une espèce d'entrepôt. Alors chez Ramsès XI, on fait entrepôt. Chez Ramsès VI, on mange. Voilà, je vous donne les noms des pharaons qui sont autour. Une sculpture, entre autres, de Toutankhamon, qui est une sculpture d'ailleurs en plâtre, peinte, qui est assez géniale parce que on y voit un portrait et c'est très rare les portraits parce que en égyptologie, dans l'Égypte antique, on fait pas vraiment de portraits. On a ce qu'on appelle des modèles et puis on fait tout le temps la même chose. Mais là, on a vraiment envie d'y voir des vrais traits. Et ce jeune pharaon est mort vers 18 ans, 19 ans, pense-t-on. Donc il a quand même régné 10 ans. A priori, sauf qu'il a commencé son règne à 9 ans, donc à 9 ans, ben voilà, on est un petit garçon, et il a sans doute assez peu dirigé, et sans doute il a été beaucoup dirigé, c'est-à-dire qu'on a surtout peut-être décidé pour lui. Beaucoup des objets dans la tombe nous rappellent qu'il a été un souverain très jeune, parce qu'il y a des représentations de lui enfant. Par exemple, d'abord on a vu la petite tête tout à l'heure, très jolie sortant de la fleur de lotus. Là c'est lui, alors il n'est pas enfant, parce que là il a un casque sur la tête qu'on appelle le casque bleu, le casque c'est un casque de guerre en fait. Vous avez le disque solaire qui est absolument partout parce que c'est
c'est dans son nom. Son nom c'est, je ne l'ai pas encore traduit, c'est Nep Keperu, donc Neb, ça veut dire panier. Alors c'est pour ça qu'il a toujours les fesses sur un panier, en quelque sorte. Neb Keperu, Keperu c'est le soleil levant, et ça se traduit par un scarabée. Et Ré, le dieu Ré, c'est le disque solaire, le dieu tutélaire des Égyptiens et des pharaons, ce depuis fort longtemps. C'est-à-dire quasiment depuis le début, ce qu'on appelle l'époque tinnite. On a 2 plumes ici, 2 plumes rémiges, qui sont aussi des symboles d'immortalité. Alors ça, c'est des petites boîtes, on peut faire circuler le couvercle, et en fait, c'est une espèce de boîte réversible, et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, on a Toutankhamon, mais cette fois-ci avec une grosse mèche dite de l'enfance sur le côté. Donc c'est lui, mais en enfant. Avec cette mèche, parce que quand il est donc devenu roi, il était enfant, et notamment dans sa tombe, ils lui ont mis son mobilier d'enfant, ce qui est complètement absurde pour un pharaon. C'est-à-dire que normalement on n'enterre pas un pharaon adulte en pleine gloire qui doit normalement dans l'au-delà accompagner le dieu solaire dans sa barque machin bidule avec ses hochets d'enfant. Bon, j'exagère un peu, mais enfin on lui a un peu dit, c'est un peu genre on déménage et on dit bon allez, on lui met tout ce qui lui appartenait, et donc comme il a été souverain très jeune, on lui a mis ses chaises d'enfant. Enfin nous on est très contents parce que on avait très peu de chaises, et en tout cas pas de mobilier de souverain. Et ça, ce sont des chaises en bois, plus marqueterie d'ivoire, toujours des pieds en forme de lion, qui sont le symbole évidemment des souverains. Je reviens sur mes chars, parce qu'on en a 6. Ce sont des chars qui ressemblent un petit peu à ceux que vous imaginez chez les Romains. Alors les Égyptiens, ils ont quand même évolué, parce qu'ils n'ont pas toujours eu les chars, ils les ont eu assez tardivement, à partir de la 12e dynastie. Ils seront de grands conducteurs de chars. Et visiblement, d'ailleurs, Toutankhamon, si on lui a mis beaucoup de chars comme ça dans son tombeau, c'est parce que c'était on faisait des défilés avec les chars. Mais aussi, sans doute, il était lui-même amateur, parce qu'on a trouvé beaucoup de choses qui nous montrent qu'il devait pratiquer la chasse. Bon, a priori, il n'a pas fait la guerre, lui tout seul, dans son char, comme ça, même s'il est tout le temps représenté en train de tuer des gens. Mais ça, c'était, je dirais, symbolique, parce qu'en vrai, il n'a pas dû beaucoup quitter son palais. En revanche, il est très probable qu'il ait effectivement conduit les chars pour son plaisir, entre guillemets, parce que en plus, il serait mort de ça, c'est-à-dire il serait mort d'une blessure qui n'aurait pas guéri, qui aurait fait une septicémie, c'est-à-dire une infection générale. Alors, voilà, conduire un char, c'est pas évident non plus, avec des chevaux. Vous êtes tout seul d'abord, parce que dans les chars égyptiens, vous n'avez pas un conducteur qui vous conduit, donc ça veut dire que le roi doit conduire tout seul. Et on a trouvé dans la tombe les gants qui permettent effectivement de tenir les rênes, parce que sinon ça fait très mal aux mains. Et là, vous avez un exemple incroyable de gants qui sont conservés depuis 3000 ans, c'est-à-dire en lin. Alors en plus, ils les auraient portés, ce qui est encore génial, parce que bon, c'est vraiment un objet réel, du quotidien. Ça, c'est un éventail. Donc, vous avez déjà vu la BD Astérix où on voit Cléopâtre avec des gens autour d'elle qui lui font comme ça de l'air, avec des grandes plumes d'autruche. C'est tout à fait vrai. Alors, bon, là, l'objet n'est pas facile à comprendre, mais vous avez en fait une tige en bois, ce qui est d'ailleurs une fleur épanouie, de lotus, sur laquelle on pose cet élément de demi-cercle, sculpté et décoré, je vais vous montrer après. Et tout autour, on pouvait attacher des grandes plumes d'autruche. Et le sujet de cet objet, d'ailleurs, c'est la chasse à l'autruche, parce qu'il y avait des autruches dans le désert autour D'abord, c'était beaucoup moins le désert qu'aujourd'hui, autour de l'Égypte. Il y avait encore des zones avec peut-être des forêts, en tout cas, il y avait des arbres. Là, vous avez donc Toutankhamon qui est en train, alors c'est lui visiblement en tout cas, sur son char. Alors, on noue les rênes du char autour de la taille pour avoir les mains libres. Et on peut tirer avec l'arc et les flèches. Et il y a déjà une autruche qui est tombée. Et il y en a une qui n'est pas en bonne posture. Et puis vous avez le chien qui va pas tarder à l'attraper. Et alors là, il y a un truc rigolo derrière. C'est ça. C'est un symbole d'immortalité, ce qu'on appelle le symbole Ankh. D'ailleurs, il est dans le cartouche de Toutankhamon. Toutankhamon. Ankh, ça veut dire la vie éternelle. Et il est là avec ses petits pieds et ses petites mains. Donc là, il pousse le chat en fait du roi. On a retrouvé beaucoup de bijoux, énormément de bijoux, dont certains sont des bijoux spécifiquement pour les souverains, donc pour Toutankhamon. Il portait, donc il faut imaginer, on passe autour de sa tête, c'est un grand plastron, donc c'est des perles de faïence,
devant, derrière, hein, ça recouvrait le haut du corps, et ça servait un peu de protection, mais c'était surtout symbolique. Et on voit ici une représentation très importante, c'est le dieu que j'ai déjà évoqué, le dieu Amon, très important et puissant, Toutankhamon, il s'appelle, notre ami, qui est reçu, ou qui reçoit plutôt le jeune homme, le jeune roi là. Et donc c'est vraiment les dieux qui couronnent les rois, hein. C'est pas les rois qui font ce qu'ils veulent. Encore une fois, ça veut dire, si je dis le dieu, ça veut dire en fait les prêtres. Hein, les prêtres de Amon, ce sont les chefs, les vrais chefs finalement du pays, d'une certaine manière. Alors, sauf quand vous avez des souverains qui ont beaucoup de caractère et puis qui sont, voilà, qui sont des types costauds, ou qui vivent longtemps, parce que ça aide, comme Ramsès II, ou comme Toutmosis III, ou Amenophis III. Toutankhamon, il a dû être hyper manipulé par tous, parce qu'il était très jeune, donc il n'a pas eu trop le choix. Alors pour un peu aussi l'anecdote, bon, on n'a pas des valises à l'époque, on a des malles. Les Égyptiens voyagent beaucoup normalement, donc il y a beaucoup de malles de voyage. Ils n'ont pas d'armoire, hein, ce sont les seuls meubles qu'ils aient, ce sont des malles. Dans ces malles, on a retrouvé des robes de prêtres, etc., qui ont dû servir quand on a fait toutes les cérémonies funéraires. Donc après la mort, on a fait les cérémonies autour de la momie, tout ça. Les gens portaient des robes et on les a mises dans ces coffres et on a mis tout ça dans la tombe. Et là, vous voyez alors une scène qui est assez horrible, qu'il faut voir de manière symbolique parce que, comme je l'ai dit, Toutankhamon ne fait pas la guerre vraiment, mais le symbole quand même est là, c'est le roi sur son char qui va tuer, à bout portant d'ailleurs, tous ces personnages que vous voyez là, qui sont sans doute des Soudanais. Donc le Soudan, c'est au sud. Les Égyptiens ont besoin de matières premières, c'est-à-dire ils ont besoin de pierres, d'or, ils ont besoin d'aller chercher ça ailleurs que chez eux. Ils ont besoin surtout aussi beaucoup d'encens, ils ont besoin des huiles. Ils peuvent pas, en fait, les Égyptiens de l'Antiquité rêvaient de vivre sur une île comme ça, coupée du monde, avec le pays qui se suffit à lui-même. Mais en fait, ça marche pas et ça marche jamais. On a toujours besoin d'aller chercher des trucs ailleurs. Pendant longtemps, ils ont attendu que ça vienne et puis à un moment donné, ils ont compris que s'ils faisaient la guerre aux gens qui étaient autour d'eux, notamment aux pays riches qui étaient autour d'eux et dont ils avaient besoin de la richesse, bah, ils allaient récupérer la richesse plus facilement. Donc les souverains égyptiens deviennent de grands guerriers à partir de la 18e dynastie. Beaucoup de choses dans cette antichambre que M. Carter est en train de vider sont des objets qu'on a utilisés quand on a fait la momie. Donc quand on meurt en Égypte, l'idée c'est qu'on ne meurt jamais, que notre âme et notre corps vont vivre dans le monde des morts. Alors chez les pharaons c'est très très fort parce qu'il y a la partie vitale de leur âme, ce qu'on appelle le Ka, qui va partir avec les dieux, notamment avec Horus, il va se promener dans la barque du dieu solaire, mais il faut aussi conserver ce corps. Donc la pratique de la momification, c'est une pratique qui permet de conserver le corps, parce que bon, bah, c'est ainsi, le corps il disparaît hein, avec le temps après la mort. Donc il y a alors une technique donc, qui est très compliquée, je vais vous expliquer très vite, et très longue, et qui nécessite des temps assez longs. Et donc on pose les corps des pharaons sur des lits, que vous avez là, qui sont des lits vraiment de rituels, parce que ce sont des dieux qui sont là. Là, c'est la déesse Hathor, déesse à tête de vache avec le disque solaire. Ce sont tous des lits en bois doré. Là, c'est un dieu qui est peu connu, qui s'appelle Hamout, qui est un dieu d'ailleurs un peu maléfique, mais chez les Égyptiens, mal et bien, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, je veux dire, le mal et le bien est partout. Un des grands animaux vraiment craints en Égypte, c'est l'hippopotame. Les hippopotames, il y en avait plein dans le Nil, c'était l'enfer, les bateaux étaient renversés, apparemment les hippopotames c'est hyper méchant, bon bref. Donc il y avait beaucoup de représentations où les pharaons tuaient les hippopotames dans les sculptures, parce que ça rassurait la population. Et puis les lions, là le lion, alors ça c'est incroyable, c'est que le lion c'est le roi des animaux, hein, on n'a pas attendu Walt Disney pour ça. Effectivement c'est le symbole du pharaon. Donc on a 3 lits qu'on voit vraiment donc dans l'entrée. Et puis on a aussi normalement, on a des coupes, parce que normalement on est censé venir rendre hommage au pharaon qui vient de mourir, et on lit ce qui est écrit sur la coupe, et ça permet de lui donner des vies, l'immortalité, etc. Donc c'est puisse tout, il faudrait dire en fait la phrase, puisse
puisse vivre ton cas, puisses-tu vivre 1 million d'années, toi qui aimes Thèbes et qui y réside, et tata. Donc il y a toutes des formules qui sont écrites comme ça en hiéroglyphe. Évidemment, il faut connaître le hiéroglyphe couramment, hein, sinon ça ne marche pas. Mais en fait, ce genre de vase ne devrait pas du tout être là, parce que à côté des tombeaux, on faisait des temples. Et dans les temples, là, c'était ouvert au public. Hein, on venait et puis on lisait les formules qui étaient écrites partout. Chez les Égyptiens de l'Antiquité, la chose qui est peinte, la chose qui est écrite, c'est pareil que la vérité. C'est-à-dire que si je dis le mot pain, si j'écris le mot pain, si je peins un pain, si je dessine un bout de pain, c'est pareil que si je l'avais en vrai. Oui, je vous l'accorde que dans la réalité vraie, on voit une petite différence. Mais dans le monde des morts, ça marche très bien. C'est-à-dire que je peux manger du pain, je peux donner du pain aux morts en disant juste la phrase je te donne du pain. Et ça marche. Et c'est pour ça qu'il y avait vraiment, normalement, un temple où les gens devaient venir et puis faire les prières, etc. Toutankhamon, il n'a droit à rien. On l'a complètement oublié. Et bon, encore une fois, voilà, heureusement. Il y a beaucoup de vases. Et dans les vases, mais quand je dis beaucoup, c'est des dizaines. Hein. Et ce sont des vases très beaux, ce sont des vases alors en faïence bleue. Bon, je ne vais pas vous expliquer là parce que déjà je vais faire beaucoup trop long ce que c'est que la faïence égyptienne, mais c'est une technique très spécifique. Les Égyptiens, ils ont inventé aussi un truc qui s'appelle la frite. C'est pas les frites qu'on mange, hein, ça c'est les Belges. Mais c'est en sorte de verre. Ça fait. C'est pas vraiment de la poterie, c'est pas vraiment du verre, c'est entre les deux. Et puis ça permet d'avoir une faïence au-dessus. Donc là, la couleur que vous avez là, ça c'est aussi une couleur qu'ils ont inventée. Et dessus, vous voyez, ils arrivent à faire ils dessinent les cartouches dorées. Et si vous êtes attentif, là vous allez avoir Nebkepéroré, le cartouche de notre alors il a deux noms, excusez-moi, hein, il s'appelle Toutankhamon Nebkepéroré. Il y a aussi un lit dans l'antichambre qui est un lit vrai. Parce que ça, c'est pas un lit rituel, là-dessus il a dormi pour de vrai. Donc voilà, c'est le mélange en fait des objets qui ont servi, mais des objets qui ont servi que pour le mort, ou des objets qui ont servi aussi quand il était vivant. Et Célie, il a servi quand il était vivant. Voilà, alors après la petite devinette, c'est où dort-on et comment dort-on. Alors en fait, chez les Égyptiens, on met la tête là et on met les pieds là. Et d'ailleurs, la tête, on la pose sur un appui-tête. Je ne vous en ai pas montré, mais c'est des choses comme ça, circulaires en bois. On met sa nuque dessus et on est censé dormir. Voilà, ça, je sais pas. En fait, on a beau être pharaon, on n'a pas, si vous voulez, du mobilier incroyable, on n'a pas non plus des vêtements incroyables d'ailleurs, c'est assez simple. Par contre, c'est comment on les représente. Par exemple, on a des chaises pliantes là, comme un peu les chaises de camping, donc ça c'était très égyptien. Et puis dessus, on mettait des peaux de vache. Donc on récupérait le cuir de la vache et on faisait, voilà, on mettait le cuir dessus. Mais là c'est faux. C'est pas du cuir en fait, c'est du bois qui a été sculpté pour imiter le cuir de la vache. Et on a, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un tissu, et en fait c'est fait en bois. Et puis là, vous avez les sandales, alors les mêmes que vous avez en été, hein, que les Égyptiens utilisent. Alors là encore, ça paraît très sobre, c'est quand même les chaussures du pharaon. On en a des plus élaborées, mais enfin, celles-là, elles ont été utilisées par le pharaon. Mais bon, 90%, excusez-moi, quasiment tout le monde est pieds nus. Hein. C'est-à-dire que déjà, quand on a quelque chose au pied, c'est qu'on est quelqu'un de très important. Alors, c'est bien joli tout ça, mais quand on a vidé la première pièce, on n'a pas trouvé de momie. Hein. Je veux dire, on n'a pas trouvé de tombe. On a juste une pièce avec tout ce capharnaüm d'objets formidables et très beaux. Enfin, il n'y a pas de tombe. Et donc, pour trouver la tombe, il va falloir casser les murs. Parce que c'est derrière qu'elle se cache. Et donc, on a à un moment donné repéré qu'il y avait ces deux sculptures de peau noire qui représentent le limon du Nil, avec des coiffures particulières et qu'elles se faisaient face comme ça. Vous voyez, elles sont disposées face à face. Attendez, je vais m'enlever moi. Hop, voilà. Il y en a une là et une là. Et là, Carter a dit, à cet endroit-là, je vais casser le mur et je vais tomber sur quelque chose. Alors, il a trouvé. Donc, voilà, on descend le couloir, vous voyez l'escalier, le couloir, on a l'antichambre. Là, on a pété le mur et hop, on est tombé sur la salle du sarcophage. Alors, cette salle du sarcophage, voilà, donc, bon, pour faire ça, il a appelé tout le monde, il y a eu des représentants du gouvernement qui sont venus, etc. Et il a cassé le mur devant tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'il l'avait dû casser la veille déjà. Il avait après rebouché pour faire genre, je découvre devant vous, mais en fait, il savait déjà que derrière, il y avait un truc incroyable, c'est-à-dire en fait,
ce qu'on voit quand on casse le mur, on voit un grand, voilà, on voit une énorme chose dorée, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une chapelle. Elle prend quasiment toute la place de la pièce. D'ailleurs, j'ai encore du mal à comprendre, j'ai pas bien compris si on pouvait vraiment bien ouvrir les portes, parce qu'il a fallu tout casser, les murs, pour pouvoir sortir cette chapelle. Aujourd'hui, tout est cassé. Quand on va dans la tombe de Toutankhamon, c'est cassé. Donc, et cette chapelle, bon bah, on voit que les portes, elles ont déjà été ouvertes. Alors on fait, oh mince, c'est ouvert déjà, c'est horrible. Et en fait, là encore, c'est parce que les pillards ont dû, les pillards ou les pilleurs d'ailleurs, ont dû venir casser. Ils ont dû vouloir entrer en fait, et ils ont dû être surpris. Et finalement, les prêtres ont dû tout refermer à la va-vite. Et la première chapelle était ouverte, elle était cassée, et quand on voit à l'intérieur, il y a encore une porte. Donc c'est plein de chapelles les unes derrière les autres. En fait, c'est des boîtes. Et la deuxième, elle est intacte. Donc là, il est hyper content. Et vous voyez comment c'est en fait, parce que là, c'est l'un au-dessus de l'autre, mais il faut imaginer l'un dans l'autre. C'est le principe des poupées gigognes, sauf que là, c'est les chapelles gigognes. Donc, on a une chapelle, 2 chapelles, 3 chapelles, 4 chapelles. Donc, ce que j'appelle une chapelle, hein, c'est vraiment une grande boîte, mais enfin, c'est grand, hein, vous pouvez rentrer dedans, hein, c'est quand même assez imposant. Et à chaque fois, il y a 2 portes. Voilà, donc, et on les superpose. Et puis, quand entre les chapelles, il y a des objets qui traînent. Comme ça. Alors, par exemple, il y a une trompette en argent. Un jour, il y a un type qui a montré devant les caméras des télévisions que cette trompette pouvait être utilisée encore aujourd'hui. Donc, il a soufflé dedans, elle a explosé. Super. Donc après, elle a été restaurée quand même. Donc là, on la revoit. Beaucoup de vases. Et j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Beaucoup de vases. Vous savez, dedans, il y a quoi? Il y a des onguents. Les onguents, c'est des huiles, c'est des baumes. Les gens qui venaient fouiller les tombes juste après l'enterrement et tout ça, les cérémonies, quand on avait vraiment fermé la tombe, ils venaient tout de suite derrière parce qu'ils voulaient récupérer les huiles. C'était plus important que l'or. Hein. L'or, on n'en faisait pas grand-chose à l'époque. L'important, c'était cette huile qui était indispensable à la vie des Égyptiens. Il fait une chaleur terrible, la peau est très très sèche et donc l'huile était la valeur vraiment suprême pour les Égyptiens. Alors, il y a quelque chose qui est important dans cette histoire de Toutankhamon, c'est qu'il va y avoir une Toutankhamon-mania. Vous êtes en 1922, ce qu'on appelle la Belle Époque. Et il y a déjà la radio, il y a déjà les journaux, il y a déjà vraiment des grands reporters. Et il va y avoir un engouement. Alors là, je vous montre des paquets de cigarettes. À Paris, il y a un cinéma qui s'appelle le Luxor, donc la ville à côté de Thèbes. Monsieur Carnavon va recevoir des rois et reines du monde entier qui vont venir. Ce sera garden party à côté de Toutankhamon. Et puis, Toutankhamon meurt. Toutankhamon meurt, oui, Toutankhamon est déjà mort. Lord Carnarvon meurt, subitement. Alors, attendez. On a trouvé qu'il y avait des chapelles dorées, on a commencé à ouvrir les portes, mais on n'a pas vu la momie encore. On n'a rien vu du tout, hein. On a juste nos chapelles, et puis alors c'est un bordel pas possible pour essayer de sortir tout ça. On ne sait pas comment on va faire, en fait, parce qu'il n'y a pas de place. En plus, c'est quand même très ennuyeux de tout casser, parce que tous les murs sont peints. Donc, bon. En fait, les Égyptiens, ils avaient mis les chapelles les unes dans les autres, et après, ils avaient rebouché en faisant des murs. Hein. Donc, tout était complètement enfermé. Bon, bref, Lord Carnarvon, il meurt. En se rasant, il se coupe, la coupure s'infecte, bref, il meurt. Et à ce moment-là, il y a la malédiction de la momie qui commence à s'enclencher. Les gens disent que c'est parce qu'il est entré dans la chambre funéraire, qu'il y a un gaz qui est sorti, etc. Et que du coup, bref, il est mort. En fait, pas du tout. Carnarvon était de très mauvaise santé. Bon, bah voilà, il est mort. Et Carter, il était en même temps que lui. Il n'est pas mort de ça. Enfin, il n'est pas mort du tout de suite. Mais bon, ça va être très important parce que vous avez Tintin qui va se retrouver avec une histoire similaire avec les boules de cristal, même si on a déplacé le sujet par rapport à des malédictions d'un cas, etc. Vous avez Agatha Christie qui va écrire des romans policiers qui se passent sur le ligne. En fait, il va y avoir une énorme mode de toutes ces malédictions, etc. Et ça va beaucoup plaire. Alors, en attendant, la réalité, c'est qu'il va falloir chercher ce qu'il y a dans ces chapelles. Donc, une fois qu'on a réussi à ôter les 4 chapelles, on tombe sur un sarcophage que vous voyez là, qui est un sarcophage en pierre rose. C'est pas du marbre d'ailleurs. D'ailleurs, c'est décevant. Et d'ailleurs, Carter trouve ça, il se dit ouais, bon, c'est bizarre.
aujourd'hui, on sait que c'est sans doute un sarcophage qui n'était pas prévu du tout pour Toutankhamon. Ils ont dû prendre un truc qui traînait. Et ensuite, à l'intérieur, par contre, on soulève le couvercle qui pèse très très lourd, hein, parce que ça, c'est de la pierre, c'est très lourd. Et là, on tombe sur le premier cercueil en or. Incroyable. Alors, c'est du bois doré. C'est superbe. Alors, vous avez vu les peintures, hein, là, on voit bien la chambre avec les peintures tout autour. Voilà, donc ça, c'est le premier cercueil en bois doré, avec le symbole, donc, tout l'attirail, j'ai envie de dire, d'un pharaon, c'est-à-dire l'Uraeus, associé d'ailleurs à Nekhbet, la déesse vautour, de l'Égypte du Sud, la barbe postiche, les sceptres, Eka, le chasse-mouche qu'on appelle le flagellum. Ce qui est très bizarre dans ce cercueil-là, c'est la coiffure qui est très étrange, qui est une sorte de grosse coiffe, peut-être pour les cérémonies. Bon, à ce moment-là, il y a une dispute, etc. Bon, Carter se dispute avec les autorités, notamment françaises, et il fait grève. Il ferme la tombe. Donc, vous voyez, on a soulevé la pierre du sarcophage. À l'intérieur, on a trouvé le cercueil doré. On l'a vu, en tout cas. On ne l'a pas sorti, on l'a vu. Et là, on dit, ouais, on est marre, tu m'énerves, tout ça, machin. Il se bête. Et poum, il ferme la tombe. Il dit, bah, puisque c'est ça, débrouillez-vous. Voilà. Et la tombe va être fermée pendant un an, en fait, pendant un an. Et donc, pendant que la tombe est fermée, je vais vous dire assez vite, parce qu'il est déjà ça fait déjà 45 minutes que je vous parle, c'est qui, en fait, vraiment ce Toutankhamon. Alors, comme je l'expliquais, c'était une grande famille, hein, donc son grand-père s'appelle Aménophis III, c'était un très grand souverain. Alors voilà la tombe d'Aménophis III, en tout cas voilà le plan de la tombe d'Aménophis III. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 chambres, 10 pièces. Et encore parce qu'ils ont mis plusieurs fois le numéro 7. Non, en fait, il y a beaucoup de pièces. Donc c'est immense. Ça, c'est la tombe d'un souverain d'Égypte. Et le grand enjeu de l'Égypte, c'est comme c'est très grand, il y a le nord et le sud, et il faut toujours que le souverain symbolise la réunion du nord et du sud. Et il y a 2 fleurs qui symbolisent l'Égypte, c'est le papyrus qui symbolise le nord, et il y a le lotus qui symbolise le sud. Et il y a plein d'objets dans la tombe de Toutankhamon, comme ce superbe vase. Ce que vous voyez là, c'est pas un vase en terre, hein, c'est un vase en pierre. Les Égyptiens, ils taillent la pierre sous forme de vase, comme ça. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'ils taillent le vase, et autour, ils taillent des lotus, d'où sortent des papyrus. Voilà, c'est quand même assez génial. Et ce souverain Aménophis III a un fils qui s'appelle Akhénamon, qui va s'appeler Akhénaton, qui en fait fait une espèce de crise en disant j'en ai marre du dieu Amon, j'en ai marre des prêtres d'Amon et tout. Enfin, on imagine, hein, il fait cette crise et il part. Il se fait sculpter d'une manière complètement dingue, on a l'impression qu'il est difforme, mais a priori il a fait exprès pour pas qu'on le confonde avec les autres rois d'Égypte, parce qu'en fait à un moment donné, moi quand j'étais étudiante, reconnaître de qui il s'agissait, parfois c'était pas facile, parce que les souverains d'Égypte, ils ont un petit peu tout le temps, sur 3000 ans, la même allure. Alors, dans les faits, on arrive à les reconnaître, parce qu'il y en a qui ont les joues plus rondes, etc. Mais enfin, lui, au moins, on ne peut pas le rater, quoi. Donc, ce Akhénaton change de dieu. Il décide d'honorer le dieu Aton, et non pas le dieu Amon. Alors, je vous dis pas la tête des mecs les prêtres d'Amon, là, ils étaient contents. Et puis, il va s'installer dans le désert. Il fait construire une nouvelle ville qui s'appelle Amarna. Il a une femme qui s'appelle Nefertiti, et qu'il va beaucoup valoriser. En plus, on a cette sculpture de Nefertiti incroyable qui se trouve au musée de Berlin. Et Nefertiti et Akhénaton ont 6 filles. Donc là, on ne parle pas de petits garçons, ils ont 6 filles. Et ces 6 filles sont sculptées, représentées avec leurs parents. C'est la seule fois de l'histoire de l'Égypte qu'on a une famille qui est représentée, et on les voit représentés tous les deux sur leur petit fauteuil, là, le petit tabouret, avec les petites filles. Donc là, il n'y en a pas 6, mais il y en a déjà, il y en a une dans les bras, il y en a 3 là. Bon voilà, il y en aura 6 au total qui vont naître. Et il y a le dieu Aton, c'est en fait le disque solaire, donc c'est le soleil, avec des petits bras, des petites mains au bout des rayons en plus. Si on regarde le trône qu'on a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, on a retrouvé le trône de Toutankhamon. Enfin, on croit que c'est le trône de Toutankhamon. Et sur le dossier du trône, vous avez la scène à peu près la même. On voit le souverain très jeune, donc on pense que c'est Toutankhamon. En face, sa reine. Et on a le disque solaire qui est ici. Alors la question qui se pose et qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le trône de Toutankhamon ou est-ce qu'il a récupéré le trône de son papa, parce que normalement Toutankhamon ne doit pas honorer le dieu Aton, pense-t-on.
Alors, bon voilà, je passe très vite sur Tell el-Amarna qui a été construite extrêmement vite. Mais pas comme ça en fait, hein, parce que là c'est la version sympa. Dans les faits, construire une ville c'était très 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 compliqué et surtout ça faisait beaucoup de morts. Donc on a trouvé beaucoup de morts, on a trouvé des sorte de cimetière. Parce que Akhenaton, il a dû vouloir construire sa ville super vite. Donc à partir de rien, en plein milieu du désert. Et puis il y a une colline à côté, ou plutôt une montagne. Et dans cette montagne, il a fait faire un tombeau familial. Et il y a ses petites filles qui sont enterrées parce qu'elles vont toutes mourir. Néfertiti qui est enterré aussi. Et lui-même est enterré était enterré dans cette roche. Et puis c'est tout. En fait, c'est pas tout. C'est que c'est l'enfer. Le règne de Toutankhamon, d'Akhenaton va devenir un enfer parce qu'il y a des ennemis qui attaquent, il y a des problèmes d'argent et il y a la peste. Donc la peste, hein, c'est pas le coronavirus, c'est quasiment 100% de chance de mourir. Donc la peste décime en fait la famille royale, c'est-à-dire que les petites filles meurent de la peste, Néfertiti doit mourir de la peste et tout. Et Akhenaton va se retrouver avec sans doute un petit garçon qu'il a eu peut-être avec Néfertiti ou peut-être avec une autre épouse, parce qu'il en avait plusieurs des épouses, qu'il envoie dans le nord pour le protéger, donc il l'envoie à Memphis, et donc ça c'est notre petit Toutankhamon. Au départ il s'appelait comme ça, Toutankhamon. Et lui, Akhenaton, lui se remarie une dernière fois avec une de ses filles. C'est pas bien, non, c'est pas bien. C'est pas bien, les Égyptiens le faisaient dans les familles royales, surtout quand elles sont en stress et qu'elles ont l'impression qu'il y a des ennemis comme ça qui veulent leur piquer leur trône. Bon bref, alors, il épouse sa fille, elle s'appelle... Ah bah voilà, c'est malin, là que j'ai oublié le nom de leur fille. Bon, en tout cas, elle aura un nom de règne, elle s'appelle Ankhéperoré, de nom de règne, parce qu'elle va régner... Méritaton, voilà, elle s'appelle Méritaton. Et son père va mourir, donc elle était l'épouse royale. Et là, elle remplace son père et elle se fait pharaon. En tout cas, c'est ce qu'on pense comprendre, parce que Méritaton, elle apparaît pas non plus sur les listes, on la voit écrite nulle part. Et pour qu'on arrive à imaginer ça, il faut qu'on regarde de très très près les objets qui se trouvent dans la tombe de Toutankhamon. Il y a des objets dans la tombe de Toutankhamon qui nous montrent des corps de femmes avec des couronnes de pharaon, comme la couronne blanche qu'elle a sur la tête, là. Alors, moi, quand j'étais étudiante, on nous disait pas ça. D'abord, quand j'étais étudiante, donc c'est il y a très longtemps, parce que je suis vieille, mais enfin quand même, on nous disait que Toutankhamon, c'était pas le fils d'Akhenaton. Alors maintenant, on est sûr que c'est son fils, parce qu'on a fait des études génétiques sur la momie, et les momies, parce qu'on a retrouvé aussi la momie de Akhenaton, on a retrouvé la momie de Néfertiti, on a retrouvé la momie de beaucoup. Et donc on peut faire des analyses génétiques pour savoir qui est le papa de qui. Et on est quasi sûr, alors on est sûr que le père de Akhenaton, de Toutankhamon, c'est Akhenaton, et je crois qu'on est même sûr maintenant que sa maman serait Néfertiti. Donc c'est le petit dernier en fait, ils ont eu des filles et puis il y a eu le petit garçon à la fin. Alors cette Méritaton, on voit son nom sur des objets, mais encore une fois, le nom a été martelé. C'est-à-dire que quand Toutankhamon est mort, jeune, on a récupéré des objets qui étaient faits pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était sa grande sœur, qui a pris le pouvoir à la mort d'Akhenaton, parce que Toutankhamon n'était pas là, il était petit, il avait 5 ans, il était dans le nord, là-haut. Et elle a dû prendre les choses en main, c'est le cas de le dire. Elle s'est mariée avec un souverain étranger, etc. D'ailleurs, on le retrouve, il s'appelle Smenkhare. Et elle règne, elle, sous le nom de Ankhéperoré. Bon, a priori, elle revient à Thèbes, elle quitte Tell el-Amarna, qui était décimée par la peste, etc. Et puis, quand elle est morte, visiblement, les prêtres ont dit, bon, bah ça va bien, hein. Ils ne l'ont pas enterrée dans les règles de l'art, ils ne l'ont pas fait de tombeau, ou alors il faut encore retrouver le tombeau, mais visiblement elle n'a pas eu de tombeau. Et ils ont récupéré le petit gamin, qui s'appelle donc, ils ont changé son nom, ils ont dit voilà, toi tu t'appelles Toutankhamon. Ils l'ont mis sur le trône de son papa et hop, ils ont repris, si vous voulez, la généalogie. En général, de toute façon, on n'aimait pas les pharaons. Hein. Il y a eu l'exemple d'Hatshepsut, qui est la grande pharaone. Il y a peut-être eu d'autres pharaons, remarquez. Mais voilà, on commence maintenant un petit peu à comprendre que ce qu'on nous a donné comme liste, si vous voulez, c'est pas forcément la réalité, quoi. On a un petit peu gommé des trucs.
Alors, il y a un objet super célèbre dans la tombe de Toutankhamon, et notamment l'objet qui est posé sur sa momie, c'est son masque, qui était sur la tête, sur la momie, et ce masque, aujourd'hui, certains pensent que ce n'était pas le masque pour Toutankhamon, c'était le masque qui avait été fabriqué pour sa sœur, parce que là, il y a des trous pour des boucles d'oreilles, et on n'a pas retrouvé les boucles d'oreilles en plus. Hein. Normalement, si vous mettez des trous comme ça, c'est pour mettre des boucles d'oreilles. Et en fait, il y avait les trous comme ça, il n'y avait pas de boucles d'oreilles, et puis il y a d'autres choses, ça a été martelé, ça a été refait. Il est très probable que ce masque était fait au départ pour sa sœur. Alors, qui organise tout ça? C'est des méchants, hein. Comme dans toutes les histoires, il y a des méchants, si vous voulez. On va dire comme ça, il y a des méchants. Et les deux méchants, ils s'appellent Horemheb et Haï. C'est le prêtre Haï et Horemheb, c'est le général. Donc, vous avez un grand général, vous avez un prêtre, qui sont un peu les grands organisateurs de tout ça. Et puis, qui vont gérer l'enfant roi, à qui on va dire, tu fais ci, tu fais ça. Alors, il est monté sur le trône de son papa, et on est presque sûr que c'est le trône de son papa. Parce que d'abord il y a ce disque solaire qu'on ne devrait plus avoir maintenant parce qu'on est censé revenir à Thèbes et honorer le dieu Amon qui n'est pas du tout le dieu du disque solaire comme ça. C'est surtout que vous voyez la partie basse du fauteuil, il est cassé. Tout ça c'est cassé en fait. Et on ne sait pas pourquoi. Visiblement ça a été cassé une partie et puis après on a dû vouloir casser le reste pour que ce soit à peu près équilibré. Et il y a un archéologue que j'aime beaucoup qui enseigne à Lille, qui a une théorie que je trouve intéressante. Il imagine que vous mettez un petit gamin sur une chaise d'adulte, qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon, il va balancer ses pieds. Et en balançant ses pieds, il a dû casser les décors qui devaient ressembler à peu près à ça, ce que vous voyez là. Donc voilà, il devait y avoir des petits décors comme ça sur la chaise. Et le garçon, il a fait comme ça avec ses jambes. Et il a dû casser les petits décors qu'il y avait sur la chaise, sur le trône. Il faut quand même vous dire qu'on l'a mis là, il avait 8-9 ans et il y passait des heures. Hein. C'était pas rigolo d'être pharaon. Enfin, moi, je ne le conseille pas. Quoi. Donc, il a dû bien s'ennuyer et il a abîmé la chaise. Voilà. Alors, il s'est marié, peut-être, on ne sait pas trop avec qui, Ankenesamon, c'est mon, Ankenesamon s'appelle. Elle est représentée là. Il a fait quand même des trucs, il a organisé, il a fait des processions de sphinx à tête de bélier que vous avez à Luxor. Et dans sa tombe, il y a beaucoup de barques, parce que là encore, alors miniature, hein, c'est des maquettes, pour symboliser le fait qu'il ait beaucoup voyagé. Parce que c'est très important pour les pharaons de voyager. Et puis, il a dû chasser. Chasser la gazelle, chasser le lion. Peut-être des armes de guerre, mais on pense que c'est plutôt des armes de chasse. Mais c'est la même chose. Hein. Chez les pharaons, chasser ou faire la guerre, c'est le symbole de leur rôle sur le monde. Il a dû avoir une formation. Il a été à l'école à Memphis et il savait écrire, ce qui est rare pour les pharaons. Et sans doute, il n'a pas été éduqué pour devenir pharaon. Il aurait peut-être pu être scribe, ce qui est un rôle très important. Hein. Alors, je vais revenir à ma momie parce que donc il a boudé pendant 1 an, Carter, je vous rappelle, donc il veut plus travailler. Et puis finalement, on lui dit de revenir, il revient. Et là, il va falloir qu'il fasse tout un système de poulies pour sortir les cercueils donc de ce gros sarcophage de pierre. Vous avez un premier cercueil, il est ici, on l'ouvre. Dedans, il y a un autre cercueil que vous avez là, qui est avec des incrustations de faïence. Après, on ouvre ce cercueil et on tombe après sur un cercueil entièrement en or. Voilà, ça c'est de l'or massif. C'est extraordinaire. Et alors là, c'est grosse émotion. Et alors là, c'est impossible d'ouvrir. C'est-à-dire que tout est scellé, machin, il n'y a pas de verrou. Enfin bon, il faut chauffer la caisse pour arriver à décoller. Et quand on décolle, tac, là-dedans, on trouve la momie. Mais en fait, la momie qui est recouverte de son masque d'or, les 2 bras rajoutés qui sont en or aussi. Et bon, le truc un peu catastrophique, c'est que voilà, la momie est comme ça, elle est toute enduite de pois, de cire et tout ça, parce que on a mis des cires dans la momie, hein, en fait, on la chauffe, tout ça, enfin, on fait des tas de trucs, et c'est ressorti. Donc ça a un peu inondé tout ça. Alors maintenant le masque on le voit au musée, il est tout propre, tout net, mais enfin quand on l'a retrouvé il était comme ça. Bon allez, on passe sur la tête de la momie parce que ma fille m'a dit que ça allait traumatiser tout le monde. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le processus pour conserver un corps, on enlève
tout ce qui est un peu périssable, c'est-à-dire les viscères qu'on a dans le ventre. On enlève la cervelle en la passant en partie par le nez, mais surtout par une incision derrière la nuque. Après, on met du natron, c'est-à-dire on met du sel pour sécher le corps. Et après, on fait des tas de... On met des tas de substances, de l'essence, enfin des parfums, mais surtout beaucoup de cire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met de la cire chaude. Et le problème de Toutankhamon, c'est qu'on a raté la momie. Alors en fait, les mecs, ils se sont plantés dans leur pratique. C'est la pire momie qu'on ait retrouvée quand même. C'est-à-dire qu'on a retrouvé qu'un pharaon intact dans son truc, dans son sarcophage, machin. Et c'est la momie la moins bien conservée. Ils ont chauffé trop fort, donc voilà, c'est pas très joli. Mais il y a quand même assez de tissus humains pour faire des analyses génétiques et donc apprendre plein de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait, comme je vous ai dit, de quoi il était mort, etc. Alors après, toutes les parties intérieures du corps, on les garde. Hein, rien ne se perd, tout se transforme chez les pharaons. On met ça dans des petits vases qu'on appelle canopes. Voilà, et on lui rajoute au bout, parce que c'est des doigts en or, on lui rajoute des chaussures, et surtout on lui met des tas et des tas et des tas de bijoux, des tas de sceptres, qui sont hyper importants, des colliers représentant ici la déesse, donc le bas, c'est pas la déesse, c'est l'âme du pharaon. Là vous avez l'œil Wadjat, qui est l'œil de Horus. Et puis, beaucoup de représentation du vautour et du serpent. Le vautour, c'est la déesse du sud, elle s'appelle Nekhbet, et le serpent, c'est la déesse tutélaire du nord, Wadjet. Voilà, et là, c'est Horus, le dieu faucon. Et là, on rajoute aussi des fausses mains au-dessus, parce que voilà. Et puis, on met des bandelettes, on entoure le corps avec des bandelettes, et on planque des tas d'amulettes, ainsi qu'un couteau. Parce qu'il faut que le mort se défende dans l'au-delà, et donc on lui a mis un couteau, qui est un couteau incroyable. C'est le couteau que préfère Théodore, parce que c'est une lame en météorite. Comme les Égyptiens ne connaissent pas le fer, ils n'ont pas de fer, ils utilisent le fer qu'ils ont retrouvé dans les roches. Voilà, et alors dans l'au-delà, les gens, les morts et même les pharaons d'ailleurs, ils ont besoin de serviteurs parce que d'abord il faut travailler dans l'au-delà, il faut cultiver les champs, tout ça. Et donc ils ont besoin de serviteurs, alors on leur met des armées de serviteurs et donc on leur fait des sculptures représentant des serviteurs qu'on appelle des Shawapti. Et ça on en a beaucoup. Alors voilà à quoi devait ressembler Toutankhamon, qui avait quand même des petits problèmes génétiques importants, donc sans doute une maladie. Sur la paroi de son tombeau, on voit ce monsieur qui s'est peint, qui s'appelle donc Haï, et c'est lui qui va devenir pharaon après la mort de Toutankhamon. Alors là, c'est complètement le délire, le prêtre qui devient pharaon. Toutankhamon n'avait pas d'enfant, il a eu les 2 petites filles qu'il a eues sont mortes en bas âge, donc il n'a pas d'enfant. Et c'est vrai qu'il y a un problème de dynastie, donc du coup c'est le type-là qui va prendre le relais, qui va mourir après sans enfant, évidemment, il était très vieux en plus. C'est Horemheb, le général, qui va redevenir pharaon derrière, donc c'est quand même vraiment le bordel. Et après, Horemheb va choisir son vizir, c'est-à-dire son premier ministre, qui s'appelle Séti, qui va devenir pharaon, qui va instaurer une nouvelle dynastie qui s'appelle la 19e dynastie, la dynastie des Ramessides. Et c'est la dynastie dans laquelle il y a un type qui s'appelle Ramsès II, qui est un autre pharaon extrêmement célèbre, mais alors pas pour les mêmes raisons. C'est que Ramsès II, il a une très très grande vie, lui, très longue, et il n'est pas du tout oublié, c'est tout le contraire. Donc en fait, Toutankhamon, c'est peut-être le plus petit des pharaons en termes d'importance historique, et c'est le plus grand en termes d'importance, j'ai envie de dire, d'objets muséographique, puisque dans les musées, vous avez le plus beau trésor qui soit, c'est celui du pharaon Toutankhamon. Et là, c'est une façade du nouveau musée espéré et attendu au Caire, à côté des grandes pyramides. Le trésor de Toutankhamon va être exposé dans un immense musée qui devrait ouvrir un jour ses portes, voilà, quand il n'y aura plus de coronavirus, quand il n'y aura pas de retard. Et puis bon, l'Égypte a beaucoup de problèmes politiques quand même, donc c'est pas évident. Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai pas perdu tout le monde. Je voulais refaire un enregistrement un petit peu plus court pour peut-être quelques enfants intéressés. Allez, à bientôt.